Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Je m'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet, je suis ingénieure de formation et depuis quelques années maintenant, élue et investie dans le monde politique. Je m'intéresse à beaucoup de sujets, notamment les questions d'écologie, sur lesquelles j'ai eu aussi des compétences ministérielles, les questions numériques, en fait, plus particulièrement tous les sujets qui transforment la société, qui transforment l'économie, et qui, de mon point de vue, devraient transformer la politique aussi, même si ça, c'est pas encore gagné. Comment êtes-vous venu à la vie politique? Moi, je suis venue à la vie politique d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que, comme dans ma famille, il y avait un certain nombre de personnalités politiques, on se dit souvent que voilà, c'est une forme d'héritage de... Mais en fait, à 20 ans, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Enfin, je ne m'intéressais pas. Je n'étais pas du tout membre d'un parti, membre d'une organisation, je disais le journal, voilà. Et j'ai commencé en faisant complètement autre chose, avec des fonctions, enfin, avec des études très scientifiques et une vie professionnelle qui avait vraiment aucun rapport avec le secteur politique. Et je suis venue à la politique par l'écologie, ce qui n'est pas commun du tout, notamment à droite. Je travaillais sur les questions d'écologie. Et j'ai trouvé que vraiment dans le monde politique, soit on n'en parlait pas, soit on en parlait mal. Et j'ai commencé à écrire d'abord sous pseudo. Et puis alors là, je me suis rendu compte qu'être expert dans l'ombre, avec des idées qui étaient peu ou mal reprises, en fait, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Donc je me suis investie en politique pour pousser ces idées-là auxquelles je croyais. À l'époque d'ailleurs, pour faire en sorte que le RPR ait un programme sur l'écologie. Puis j'ai voulu être élue, et puis voilà, j'ai poursuivi. Mais disons qu'au début, je suis entrée par une porte tellement dérobée qu'en fait, elle n'avait jamais été empruntée, qui était une thématique, et une thématique qui était absente du discours de droite. Vous ressentez-vous comme atypique, singulière, pour beaucoup pour le meilleur, et pour certains pour le pire, dans la classe politique française? Moi, je pense que parfois, on est atypique dans le regard des autres. Mais il ne faut pas se laisser trop envahir par ce regard, sinon ça devient une forme de trouble. Voilà, on est comme on est, et c'est important d'aller au bout de ce qu'on est, ne serait-ce que parce que c'est comme ça qu'on a une valeur ajoutée. Je m'explique. Je trouve qu'il y a une pression dans le monde politique et dans la société en général, il y a une pression à l'homogénéité. On vous explique que si vous êtes différent, c'est que vous avez un problème. Peut-être que si vous avez un point de vue un petit peu différent, c'est d'abord qu'il y en a beaucoup qui pensent comme vous, mais qui n'ont pas forcément le courage de le dire. Peut-être aussi que c'est que les autres se sont laissés entraîner à une forme ils se sont laissés entraîner dans cette pression à penser tous pareil, ou en tout cas à dire tous pareil, qui ne correspondait pas non plus à ce qu'ils pensaient vraiment. Je le dis par exemple beaucoup, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux femmes qui viennent me voir pour me parler du plafond de verre, parfois de la question de savoir si elles voudraient bien entrer en politique, mais elles ne savent pas trop comment faire, mais aussi de la façon dont dans les entreprises elles ont l'impression qu'à un moment ça plafonne, la question des discriminations et des formes nouvelles qu'elles prennent dans la société d'aujourd'hui. Et un de mes messages que je leur passe, c'est qu'il ne faut pas se laisser envahir par le regard et le discours des autres qui expliquent que vous êtes différents, et que c'est un problème. En fait, il faut considérer quand même que c'est d'abord leur problème. Voilà, moi j'ai toujours considéré qu'avoir un point de vue un petit peu différent, c'était d'abord peut-être que vous étiez dans l'avant-garde, peut-être qu'il se préparait un mouvement que vous aviez d'une certaine manière vocation à porter et à fédérer, que c'était une façon aussi d'ouvrir la parole à d'autres qui pensaient comme vous et qui ne se sentaient pas habilités pour le faire. Et je veux donner des exemples précis. Moi, j'ai été la première au bureau politique, au début du mois de janvier, à dire que j'étais contre la déchéance de nationalité. À l'époque, au bureau politique, on a été 5 à voter contre, 5 sur genre 70. Et puis après, on a été rejoints par d'autres. Quelques semaines après, il y a eu François Fillon, par exemple, d'autres parlementaires avec lui. Mais au bureau politique lui-même, on était seulement 5. Et après, on a signé une tribune avec 20 parlementaires. On était 20. On avait monté ça, Patrick Devedjian et moi, à l'époque. On avait des convictions fortes pour dire la déchéance de nationalité, ça ne sert à rien. Et en plus, d'une certaine manière, c'est un débat dangereux parce que c'est un débat qui nous divise
au moment où on aurait besoin d'unité. Est-ce que c'était un problème d'être seul ? Au début, si vous voulez, ça peut être un peu dur. Seul à voter contre une espèce de pression de gens qui manifestent leur désapprobation. Quand on est 5 à voter contre tout le monde au bureau politique, je vous assure que vous la sentez, la désapprobation. Mais après, quand on a voté à l'Assemblée nationale, on était 74 députés les Républicains à voter contre. Et puis maintenant, tout le monde explique, y compris ceux qui n'étaient pas là, au bureau politique, quand il fallait le dire au début, tout le monde explique que finalement, en effet, ça ne servait à rien. Voilà, c'est parfois dur d'être dans une forme d'avant-garde, mais d'abord, c'est pas parce que vous paraissez un moment minoritaire que vous avez tort. On peut être à un moment minoritaire et être dans le juste, et puis surtout, un mouvement minoritaire qui est porté avec beaucoup de conviction, il peut devenir majoritaire. Avez-vous jamais songé à quitter les Républicains à cause de positions peut-être trop singulières, trop minoritaires, ou vous sentez-vous à l'aise dans ce parti ? Bon, moi, j'ai fait le pari de porter les convictions auxquelles je croyais dans ma famille politique et sur les sujets sur lesquels je pensais qu'il fallait qu'elle évolue, de transformer plutôt ma famille politique de l'intérieur. Il y a une pression, en effet. Je pense qu'on est dans un mouvement ahistorique, contemporain en tout cas, dans ma famille politique aujourd'hui. C'était une famille qui était ouverte, qui était diverse. L'UMP, en 2002, s'est créée par la fusion de 3 partis politiques, le RPR, l'UDF et DL. Donc voilà, c'était un rassemblement. D'ailleurs, RPR, ça veut dire aussi rassemblement pour la République. On était dans une logique de rassemblement, d'essayer d'embrasser le plus large possible. Ces dernières années, et singulièrement ces derniers mois, je trouve qu'on est un peu entré dans une logique d'exclusion. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule tête, il faudrait qu'il y ait une pensée majoritaire qui soit en quelque sorte une pensée unique. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est incontemporain, parce que ce n'est pas comme ça que va le monde aujourd'hui, et que c'est à l'envers de ce qui est une part de l'identité de cette famille politique, qui est d'essayer de rassembler les Français le plus largement possible. J'ajoute que ça se fait sur une ligne qui ne me semble pas être forcément la bonne. Par exemple, sur la question du ni-ni, ni PS, ni FN. Moi, je me suis opposée depuis des années à l'idée qu'on allait renvoyer dos à dos les adversaires, le PS, et ceux qui sont pour moi les ennemis, le FN. Je m'y suis opposée publiquement. Quand j'étais ministre, j'étais numéro 3 du gouvernement, j'ai écrit un livre pour le dire. Donc ce n'était pas un mystère. J'ai porté en quelque sorte cette sensibilité-là à l'intérieur de notre parti politique. Et subitement, au mois de décembre, cette sensibilité qui a toujours existé dans notre parti politique, et qui moi je pense y est même majoritaire, en dépit des apparences, il n'a plus été possible de l'entendre. Et j'ai été virée de la direction du parti sur ce motif-là. Et le paradoxe, c'est que ça s'est fait au moment même où les Français me donnaient raison. Au moment des élections régionales, où dans au moins 3 régions, ils renonçaient à mettre en œuvre le ni-ni. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans la région Grand Est, dans la région PACA, si les Français avaient mis en œuvre le ni-ni, s'ils avaient fait Ponce Pilate en disant « ça ne nous regarde pas, on ne se déplace pas au 2e tour », mais il y aurait eu des présidents de région au Front National. Donc au moment même où les Français, en fait, se reconnaissaient dans cette ligne-là, de dire « non, on ne les renvoie pas complètement dos à dos », le parti disait « on ne veut plus de ça dans notre direction parce que la ligne majoritaire devient une ligne unique ». Moi, je pense que ça n'est à la fois pas une preuve d'ouverture du parti, je pense qu'il se positionne sur une ligne qui, sur le fond, n'est pas juste. Je pense en fait que c'est une dérive, en quelque sorte, à la fois dans la démarche, parce qu'on ne commence pas le chemin vers une élection présidentielle par une démarche d'exclusion, donc c'est à la fois une dérive dans la démarche et une dérive sur le fond. Faut-il comprendre votre réponse comme une sorte de mise en contestation des notions de droite ou de gauche, ou est-ce qu'à votre avis, ce sont encore des concepts qui ont de la valeur ? Alors, moi je crois que la droite et la gauche gardent restent assez structurantes, ne serait-ce que pour des raisons historiques, culturelles.
des questions de représentation. Après, et j'ai écrit un livre récemment, Nous avons changé de monde, j'y consacre tout un chapitre à cette question. Il y a des sujets, et d'ailleurs des catégories socio-pro, des Français, qui aujourd'hui ne se sentent pas à l'aise, concernés, pris en compte dans les clivages actuels des partis politiques. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. C'est aussi le sens du titre de mon livre, Nous avons changé de monde. Voilà, on a changé de monde dans la société, on a changé de monde dans l'économie, le numérique est en train de tout nous transformer. Il faudrait que la politique change aussi. Je prends des exemples concrets. La question écologique, aujourd'hui, elle n'est pas bien prise en compte par les partis politiques. Ça fait quelques années, mais c'est assez préoccupant parce qu'il y a des partis comme Europe Écologie Les Verts qui ont essayé de se positionner dessus, mais qui en fait sont largement à côté, on le voit, et d'ailleurs en pleine crise. Et la droite a fait des choses, a essayé en quelque sorte d'adopter l'écologie à travers la Charte de l'environnement, à travers le Grenelle de l'environnement, et aujourd'hui est plutôt dans une démarche régressive par rapport à ça, avec des déclarations du genre « les Républicains, c'est le parti des OGM et du gaz de schiste », enfin, c'est sexy, ça fait rêver. Mais la gauche elle-même ne pratique pas l'écologie. Donc l'écologie aujourd'hui n'est pas ne trouve pas sa place dans ce découpage-là. Un autre exemple complètement différent, toute une partie des Français d'origine immigrée, de migration du Maghreb, des deuxième, troisième génération, une classe moyenne de culture musulmane qui est en train d'émerger, trouve assez peu sa place. Et pas seulement en termes de représentation, de côté minorité visible. Non, je ne parle pas seulement de ça. Je parle de l'instrumentalisation qui est faite de leur parcours, à gauche pour essayer de capter les voix, à droite parfois pour surfer sur des inquiétudes. En tout cas, il m'est arrivé même de parler avec des parlementaires qui se retrouvaient dans cette histoire-là, qui pourtant, comme parlementaires, étaient inscrits dans tel ou tel parti et qui disaient, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de maison. Parce qu'en fait, des deux côtés, ils sentaient leur histoire en quelque sorte instrumentalisée. Donc voilà, il y a des motifs à trouver qu'aujourd'hui, les clivages peinent en quelque sorte à exprimer la réalité. Vous avez évoqué tout à l'heure les adversaires socialistes et les ennemis du Front National. Est-ce qu'au sein de votre propre parti, vous avez évidemment des amis, est-ce que vous diriez que vous avez des adversaires et des ennemis également ? Moi, je défends une ligne et des convictions qui suscitent parfois le débat, et il arrive qu'il y ait des personnalités qui transforment le débat en conflit personnel. En général, je le déplore parce que je trouve que le débat suffit à lui-même et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en faire un conflit personnel. Mais oui, bien sûr, ça arrive. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer aux convictions, parce que sinon, on n'est plus 5 à voter contre en bureau politique, on n'est plus 2 comme au moment de la question du Nini pour les élections régionales, où on était juste 2, Jean-Pierre Raffarin et moi, on est 0. Enfin, vous voyez, un pays ou un parti dans lequel on est obligé d'être à 100% d'accord avec le chef, moi je trouve que ça sent le totalitaire. Je ne demande pas aux gens d'être 100% d'accord avec moi, jamais. Je trouve qu'on n'est jamais à 100% d'accord avec quelqu'un. Et d'ailleurs, en particulier dans le monde de bouillonnement dans lequel on est, dans le monde de réseau dans lequel on est, accepter la confrontation et en faire quelque chose de riche, de positif, c'est indispensable. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de France. Dans mon livre, j'ai réservé tout un chapitre à ça, le chapitre 4. C'est toute l'histoire de France que d'avoir cette dialectique entre des cultures qui ne se ressemblent pas, parfois s'antagonisent, se confrontent, mais qui, à un moment, deviennent force de création. Votre sincérité n'a-t-elle jamais été altérée par votre désir de singularité ? Je veux dire par là, est-ce que vous n'avez pas parfois pris des positions qui étaient surtout motivées par votre désir d'apparaître singulière dans l'espace politique ? Dans la vie politique, c'est beaucoup plus simple de ressembler à tout le monde. Donc on évite d'être maso en général, moi en tout cas, et donc aller prendre une position différente pour le plaisir en quelque sorte, non, justement c'est pas un plaisir. C'est beaucoup plus simple dans la vie politique comme dans la vie en général d'ailleurs, mais dans la vie politique en particulier dans laquelle il y a en fait beaucoup de pression,
C'est beaucoup plus simple de se fondre dans le grand tout. Et d'ailleurs, c'est le choix de beaucoup. Mais moi, je n'ai pas des positions parfois différentes pour le plaisir. Je les ai par conviction. Vous voyez, sur la question du Nini, ça fait des années que je combats cette tendance à l'intérieur de ma famille politique à dire finalement PS, FN, tous le même combat. Je vais vous dire un truc, pire que ça. Je pense qu'à force de le répéter, ils ne se rendent pas compte eux-mêmes à quel point, en fait, ils n'y croient pas, pour la plupart d'entre eux. Regardez, au moment de l'élection présidentielle en 2017, si au deuxième tour, on avait le choix entre un socialiste et Marine Le Pen, vous croyez vraiment qu'ils n'iraient pas voter? C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Donc, c'est une espèce d'argument de séance. C'est-à-dire qu'ils le répètent, mais même eux, ils n'y croient pas. C'est pas vrai. Je ne crois pas qu'ils renonceraient dans ce cas-là à faire un choix. Je ne crois pas que ce soit vrai. Regrettez-vous d'avoir été la porte-parole de Nicolas Sarkozy dans la campagne de 2012 ? Non, c'est une question qu'on me pose parfois, et je vais vous dire, je ne le regrette pas pour les mêmes raisons que je l'ai accepté à ce moment-là. C'est parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il aurait fait un meilleur président, François Hollande. Encore une fois, on n'est jamais à 100% d'accord avec quelqu'un. Il y a des choses dans la campagne qui me laissaient songeuse, y compris à l'époque de la campagne. D'ailleurs, je ne l'avais pas masqué au moment de la campagne. Mais, en interne au moins. Si vous voulez, il faut faire un choix à un moment. Quand vous avez... vous pouvez toujours rêver... Non, il faut faire un choix. En 2012, on a eu le choix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je pense encore aujourd'hui que Nicolas Sarkozy était un meilleur choix. D'une certaine manière, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui le pensent, en tout cas il y a beaucoup de Français qui ont voté François Hollande, qui en reviennent vraiment de très loin. Après, est-ce que ça veut dire que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 4 ans après, le monde il a changé, et moi je trouve qu'il faudrait que la politique change aussi. Et j'ai pas envie qu'on resserve aux Français les mêmes débats éternellement. Vous voyez à quel point ça bouge vite partout. Voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, je ne comprends pas toujours la ligne que Nicolas Sarkozy a l'intention de proposer aux Français. Donc ce point de vue de 2012 n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais pour 2012, oui, je continue à penser que ça aurait été une meilleure solution. Vous avez récemment proféré une boutade, mais que je trouve profonde. Vous avez dit Nicolas Sarkozy est formidable sur le plan politique, mais l'homme, en quelque sorte, est détestable. Est-ce que je trouve que c'est profond parce que vous mettez le doigt sur quelque chose que peut-être des Français ont ressenti? Vous le pensez profondément? Je n'ai pas utilisé le mot détestable, mais c'est vrai que si vous voulez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la possibilité, la capacité à accepter des points de vue différents. En politique, c'est important d'avoir des idées, d'avoir une vision, avant même d'ailleurs d'avoir des idées et des propositions. La vision, pour moi, vient avant. La vision, en plus, est fondée sur des valeurs, sur des convictions, de savoir partager tout ça. Mais c'est important aussi de pouvoir inclure les points de vue des autres, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le monde, il change tellement vite que personne ne peut prétendre avoir toute la vérité. Et savoir s'ouvrir, écouter, entendre, c'est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Chacun le connaît, décalons-nous même, sortons du monde politique, même dans les entreprises. Le management dans les entreprises, il est en train de changer. On sort d'un système dans lequel c'était terriblement pyramidal et il y avait un chef. Dans les plus grandes entreprises aujourd'hui, celles qui ont la culture justement la plus ancienne, la plus verticale, on se met à travailler en réseau, on accepte d'intégrer ces valeurs-là qui sont celles qui viennent avec la société numérique. Et une partie du monde politique reste à côté, et notamment Nicolas Sarkozy qui a su faire ça à une époque. Parce qu'en 2007, par exemple, il était beaucoup plus ouvert à ce qui se passait autour, qui a su faire ça à l'époque, justement aujourd'hui, revient en arrière en quelque sorte, ne le fait plus. Je pense que c'est dommage, et je pense qu'on a besoin d'une autre méthode, on a besoin d'un autre mode de fonctionnement. Je pense qu'on ne peut pas continuer longtemps avec une société, une économie qui est en pleine transformation, un monde qui est en train de se mettre en réseau, y compris dans des institutions et des organisations très traditionnelles, qui sont vraiment en train de se laisser transformer par ça, et un monde politique qui, lui, vit comme à côté, protégé en quelque sorte, et reste dans une esthétique
des représentations du pouvoir qui sont mais complètement déconnectées de la façon dont va le monde. Avez-vous tiré des enseignements personnels et politiques de votre échec à la mairie de Paris, pour la mairie de Paris? Bien sûr, moi et d'ailleurs je continue parce que c'est un travail qui se fait dans la durée. D'abord, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. J'allais dire, j'ai survalorisé le projet. Je ne pense pas qu'on puisse survaloriser le projet, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur le fond et on a eu en face de nous un très gros rouleau compresseur en termes de communication qui ne brassait pas de fond, qui ne brassait pas de projet, mais qui brassait beaucoup de communication et d'images. Et avec un tort probablement qui a été de se dire non mais les gens ne peuvent pas se laisser se prendre à quelque chose qui est autant une bataille d'image et aussi peu une bataille de fond. Ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce qu'à un moment, voilà, chacun travaille à sa vie de famille, donc de temps en temps, on ouvre Internet, on regarde un truc, on ne rentre pas forcément dans le détail. Et donc la communication, même la communication très superficielle, elle structure l'opinion. Et alors, moi, c'est quelque chose que je trépugne toujours à considérer, parce qu'on voudrait, quelque part, que tout le travail de fond qui est fait soit apprécié, soit entendu. Et je pense que j'ai eu notamment le tort, par exemple, de me dire que l'opinion ne se laisserait pas piéger à ça. Bon, et puis, il y a eu un autre problème, ça, je ne sais pas si on pouvait faire autrement, c'est que moi, j'ai dû me battre sur deux fronts. J'ai dû me battre sur le front contre la gauche qui voulait perpétuer son pouvoir sur Paris. Bon, voilà, ça c'est assez légitime. Et sur le front d'une droite qui restait dans l'ancienne pratique des élus parisiens. Donc j'ai dû, par exemple, dans le 5e arrondissement, dans le 8e arrondissement, organiser les transitions dans des conditions pas faciles et me battre en fait contre une partie de la droite. À l'époque, c'était Jean-François Copé, le président du parti. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment facilité les choses. Est-ce qu'à votre avis, pour réussir efficacement en politique, il ne faut pas peut-être davantage qu'une dose de vulgarité que précisément vous n'avez pas du tout? Je comprends. Vous pensez qu'il faudrait de la vulgarité pour réussir en politique? Je le pense. J'ai certains exemples dans la tête où je dirais le rouleau compresseur de la politique partisane, la volonté d'être efficace, parfois le goût de la démagogie, une certaine manière de cultiver la proximité, ne sont pas loin pour moi de représenter une forme de vulgarité. Et est-ce que vous n'avez jamais eu le sentiment que, étant aux antipodes de cela, peut-être vous avez eu parfois des difficultés à établir des contacts nécessaires? Bon, le monde politique est rempli de gens, mais alors rempli, il y en a plein, qui sont dans des constructions artificielles de communication. C'est-à-dire qui mettent beaucoup de soin à faire passer des messages, faire croire des trucs qui ne sont pas, manifester de la proximité qu'ils n'ont pas. Beaucoup de soins. En fait, le monde politique est rempli de ça. Alors moi, je n'ai pas envie de le faire. Voilà, je n'ai pas envie. Je l'ai choisi une fois pour toutes. On peut considérer que c'est inefficace. Probablement, à court terme, c'est inefficace. Mais construire sa vie politique ou personnelle sur un mensonge, c'est pas mon truc. Voilà, jamais. C'est un choix que j'ai fait. C'est vrai que parfois, dans le monde politique, ça peut surprendre. Ça peut surprendre parce qu'en fait, c'est probablement pas un choix majoritaire dans le monde politique, mais c'est un choix vraiment délibéré. Après, sur la question de savoir si ça peut conduire quelque part, moi, ce que je pense, c'est que ces constructions très artificielles, elles peuvent durer, et puis il y a un moment où, parce qu'il y a une surexposition médiatique, parce qu'aussi maintenant, avec le numérique, on saisit plein de moments de la vie des gens, leur spontanéité, il y a un moment où, en fait, quel que soit le très grand professionnalisme, les agences de com, les machins, ils en ont tous, en fait, il y a une dissonance qui apparaît. Et le public se rend compte à quel point certains personnages publics sont dissonants. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons qui éloignent les Français de la vie politique. C'est que vous avez trop de personnages publics, de personnages politiques qui sont dissonants. On ne sait pas forcément pourquoi, mais on sent qu'il y a un truc qui est pas net, qui n'est pas clair.
Et je pense que c'est une des choses vraiment qui aujourd'hui, crée de la distance entre les hommes politiques et les Français, alors que les Français sont un peuple très politique. Les Français sont un peuple qui aime la politique. Ils aiment la politique, mais ils n'aiment pas beaucoup les politiques en ce moment. Je pense que toutes ces constructions très artificielles de communication y participent. Et moi, de toute façon, je choisis de ne pas les mener. Pour compléter ma précédente question, vous ne craignez pas d'être, par exemple, trop intelligente pour les Français, comme Bruno Le Maire l'a dit de lui-même? Non, je trouve ça ahurissant. Non, je ne crains pas ça. D'abord, je trouve, alors c'est très français ça. C'est très français, c'est un des vices d'ailleurs de notre système éducatif. Moi, je réfléchis beaucoup sur l'éducation. Je trouve qu'on parle trop peu d'éducation dans la politique française. C'est peut-être parce que j'ai 2 jeunes garçons, 10 et 6 ans. La question du parcours, de la construction, moi, c'est quelque chose qui me passionne, sur lequel je voudrais qu'on travaille plus dans la vie politique, et pas seulement quand il y a un débat pour faire 3 trucs, 3 arguments de séance, quand il y a débat, par exemple, sur la réforme du collège. Non, le parcours, la construction d'une personnalité, c'est pour moi quelque chose qui devrait mobiliser beaucoup plus d'énergie et d'attention. Il y a un vice du système français en termes d'éducation, et ce type de propos, on est d'ailleurs juste le reflet, qui est de considérer que l'intelligence est quelque chose qui se mesure, et qui se mesure d'une façon linéaire. On en a plus ou on en a moins, comme si... Mais il y a plein de façons d'être intelligent, en fait. Il y a l'intelligence de la relation, par exemple, savoir créer le contact, savoir communiquer, mais véritablement communiquer, et pas juste faire 3 phrases qui tombent bien. La communication, elle ne se passe pas entre les cerveaux, en fait, elle passe par le cœur quand elle est réussie. Savoir exprimer et partager des émotions. Même si vous allez sur les questions académiques, l'intelligence de tenir un bon propos et l'intelligence de savoir résoudre un problème de maths, ce n'est pas la même. Je pense que personne ne contesterait votre intelligence à vous. Est-ce que vous étiez très matheux? Pas du tout. Voilà, moi j'étais très matheuse. Est-ce que ça crée, dans un sens ou dans l'autre, je suis sûre que vous faites des discours, je ne suis pas seulement sûre, vous avez une intelligence de la relation, de la compréhension de l'autre dans vos fonctions qui sont probablement exceptionnelles. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut mettre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pense que c'est un vice du système français qui est très élitiste, ça pourquoi pas, mais on peut être, dans ce cas, si on veut être très élitiste, il faut avoir plusieurs parcours qui conduisent vers la réussite. Avoir un seul parcours de réussite, et c'est ça dont on trouve l'écho dans ce propos assez absurde de Bruno Le Maire. Avoir un seul parcours de réussite, la vision d'un seul chemin, c'est en fait créer un incroyable gâchis. On est un peuple de 64 millions d'habitants. 64 millions d'habitants. Imaginez qu'il n'y a qu'un seul parcours de réussite, c'est en fait se réduire. C'était, je crois, Pierre-Gilles de Gennes qui disait ça à propos du problème du tri social qu'opérait notre système éducatif. Et voilà, il y a un tel tri que, en fait, on est 64 millions d'habitants, mais c'est comme si on pratiquait l'excellence seulement sur un pool de 10 millions. Mais enfin, au nom de quoi on réduit la France comme ça en fonction des critères qu'on choisit, en fonction de la vision qu'on a de l'intelligence. C'est un gâchis terrible. Moi, je mets clairement dans nos perspectives. J'ajoute que je pense qu'avec le numérique aujourd'hui, on peut développer des parcours, des valorisations, d'autres formes d'intelligence qui sont à la fois des possibilités de casser des paliers, des murs de verre qui existent et de retrouver aussi d'ailleurs des relais de croissance, de créativité. Je prends un exemple, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir la façon dont on pouvait utiliser le numérique pour faire des écoles de deuxième chance. Utiliser le langage numérique, le code, pour des jeunes qui, en fait, n'étaient pas à l'aise dans les langages ordinaires. Et faire non seulement les raccrocher, mais pas les raccrocher même pas dans le système ordinaire, leur créer une voie de dérivation qui leur permettait de réussir, et de réussir au top dans un secteur qui, en plus, avait besoin d'eux. Il y a tout de même dans l'observation de Bruno Le Maire quelque chose qui renvoie un petit peu à ma question sur la vulgarité. Est-ce qu'il ne veut pas dire que l'intelligence
dont il se crédite, et elle serait trop importante, est un peu en contradiction avec la simplicité, la familiarité, la proximité qu'exige le dialogue avec les citoyens. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'au bout de la vraie intelligence, mais c'est pour ça que je vous dis que cette façon de tenir propos sur l'intelligence, elle est tellement française, mais ce n'est pas notre meilleure partie de nous. C'est une vision très, très élitiste et en fait très pauvre de l'intelligence. Et je pense qu'au bout de la vraie intelligence, il y a la simplicité. De la même manière que, par exemple, moi, j'ai fait une formation scientifique. Au bout des parcours scientifiques, très scientifiques, souvent, il y a une forme de poésie. Vous regardez les parcours de chercheurs en sciences, chercheurs en maths, les astrophysiciens, au bout du parcours, des gens qui sont top niveau dans leur secteur, et bien très souvent, vous trouvez quelque chose que vous n'attendez pas forcément là, parce que c'est une formation très très scientifique, vous trouvez une ouverture sur toutes les autres disciplines à travers ce qu'il y a parfois de plus absconce, pour vu de l'extérieur en tout cas, qui est la poésie. Voilà, je trouve qu'en fait, la vraie intelligence, elle conduit au contraire à une capacité de communication, une forme de simplicité. Quand vous avez vraiment tout, je ne capte jamais tout, mais quand vous maîtrisez vraiment un secteur, y compris un secteur qui n'est pas celui du langage, qui n'est pas... je trouve que les très grands scientifiques communiquent souvent d'une manière remarquable. Regardez quelqu'un dans la physique comme Klein. C'est top niveau en termes de physique. Façon de vulgariser son cours qui est géniale, qui donne envie en plus, qui crée de l'envie. Moi, j'ai eu des profs comme ça qui m'ont vraiment transformé. C'est-à-dire que vous avez cette vision selon laquelle l'intelligence serait forcément obscure. Je pense que c'est justement pas une intelligence complète. Elle n'intègre pas le cœur, elle n'intègre pas l'émotion. Et je pense que c'est une vision pauvre de l'intelligence. Faut-il forcément de la présomption, voire de la vanité, pour être candidat à la présidentielle au travers d'une primaire? D'abord, pourquoi est-ce que ce serait plus vaniteux au travers d'une primaire qu'en direct? Non, c'est pour dire qu'en réalité, vous êtes candidate à l'élection présidentielle au travers de la primaire de 2016, si vous voulez. Mais ce serait pareil si vous décidiez de vous lancer seul. Je pense que faire candidature, quel que soit le mandat, après il y a différents niveaux, mais faire candidature, c'est à la fois une forme d'hubris. On met son nom sur les bulletins et on dit, et on fait une proposition et on demande à chacun d'eux. Et en même temps, c'est aussi se mettre en situation de risque, se mettre en situation de danger. C'est quelque chose de très paradoxal. C'est à la fois manifester une forme de confiance, c'est-à-dire se dire qu'on a quelque chose de singulier à apporter, sinon pourquoi le faire? Et en même temps, c'est quand même accepter de prendre quelques flèches, de prendre toutes les critiques. Moi, je défends l'élection. Il m'est arrivé de débattre avec un homme politique qui avait été Premier ministre, c'était dans Télérama il y a plusieurs années, et qui disait « Oh, mais la vie politique, c'est formidable, sauf le moment de l'élection. » Ça m'avait incroyablement surprise. Et pour moi, l'élection, c'est le moment fort de la vie politique, c'est le moment magique aussi. C'est le moment où il y a à la fois, en effet, une forme d'hubris et puis une espèce de mise en danger qui donne beaucoup de valeur au geste politique. Vous aimez profondément donc le moment démocratique de l'élection, alors que j'aurais pu penser, non pas l'inverse, mais je n'aurais pas imaginé une telle réponse en pensant que peut-être l'intellectuel, à la fois capable d'avoir gagné des élections, était plus à l'aise dans le laboratoire des idées. C'est pire que ça. Moi, je pense que l'élection, c'est la dernière magie du monde contemporain. Dans l'élection, il se crée une relation très forte avec l'électeur, le potentiel électeur.
la possibilité d'engager le dialogue avec chacun, la légitimité à engager le dialogue avec chacun. Vous proposez, vos propositions, chacun, et chacun va pouvoir voter, choisir. Donc chacun a un lien avec vous, mais ça n'arrive pas dans les autres occasions de la vie. Dans les autres occasions de la vie, quand vous vous croisez dans la rue, il y a une forme d'indifférence. L'élection, c'est le contraire de la différence, de l'indifférence. Chacun peut dire chacun peut dire ce qu'il pense de vous, en quelque sorte, de vos propositions. Il y a un lien qui se crée avec tous. Moi, une des choses que j'aime en politique, c'est cette idée qu'on peut combattre l'indifférence. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence dans le monde contemporain. L'indifférence, la solitude, c'est ça qui mine la société. Et l'élection, la politique, sont une arme formidable si elles sont bien maniées contre ça. C'est pour ça que moi je me désespère tellement quand je vois monter l'abstention et se creuser en fait le décalage entre une société qui est en pleine transformation et un monde politique qui donne l'impression de se protéger et de refuser en quelque sorte le contact, alors que sa seule légitimité, c'est celle du contact, c'est celle de l'élection, c'est celle de la rencontre. La primaire LR de cette année ne devient-elle pas un immense fourre-tout? Et puis j'ajoutais, avez-vous vraiment conscience vous-même d'apporter une pensée autonome qui ne serait pas assumée par d'autres déjà? Moi, j'ai une position très particulière à l'intérieur de la primaire. Il y a beaucoup de monde, en effet. À partir du moment où la primaire est ouverte, elle est ouverte à tous les électeurs, c'est bien qu'elle soit ouverte aux candidats. Il y a où j'ai une réserve, c'est qu'en fait, ils sont tous plus ou moins sur la même ligne. Et il n'y a pas embouteillage sur la mienne, mais oui, du coup, j'ai l'impression d'apporter quelque chose de spécifique. Sur la question du positionnement par rapport au FN, on l'a dit. Sur la question de la déchéance de nationalité, où j'ai lancé le mouvement de dénonciation en fait, de ce piège de Hollande. Sur la question de la modernité des propositions, de la prise en compte des grandes transformations en cours de la société, par exemple sur le droit du travail, ils sont tous sur les 35 heures, le code du travail. Moi, je pense que le fait majeur aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant et comment on le prend en compte, comment on organise, comment on réorganise en fait tout le monde du travail pour faire place à cette tendance émergente. Voilà, je pourrais poursuivre la liste. Voilà toutes sortes de sujets sur lesquels, oui, j'ai l'impression d'apporter quelque chose de différent, mais qui d'ailleurs n'est pas seulement une variante, qui est quelque chose en fait de très différent. Je pense que la plupart des candidats restent dans une logique très traditionnelle, une conception très traditionnelle du pouvoir. Le pouvoir à l'ancienne, très vertical, très descendant. Beaucoup organisé autour des symboles, autour de la représentation. Or, aujourd'hui, la société, elle est bousculée totalement par des mouvements qui sont beaucoup plus horizontaux, qui sont les mouvements des réseaux sociaux. Même le monde du travail, il est transformé complètement. C'est-à-dire que les organisations du travail très hiérarchiques et verticales du passé, elles sont aujourd'hui en train d'être totalement ubérisées. J'ai l'impression, oui, d'être la seule à créer le débat sur ça. Voilà, le monde est en pleine transformation, et est-ce qu'il ne serait pas temps que la politique se transforme aussi bien dans les thématiques qu'elle prend en compte? Je le disais, moi je trouve qu'on ne parle pas assez d'éducation, on ne parle pas assez de santé, on ne parle pas assez des sujets qui font la vie, que dans la manière dont elle les prend en compte, en acceptant un fonctionnement qui laisse beaucoup plus la place à chacun comme citoyen. J'ai été intéressée du mouvement Nuit debout à cet égard. J'ai été intéressée de certains slogans, alors pas tous, il y a des slogans vis-à-vis desquels évidemment j'ai beaucoup de réserves de la place de la République, mais un slogan par exemple qu'on y entend comme on n'est pas seulement des électeurs, on veut aussi être des citoyens, qui demande de participation et d'un peu plus. Je trouve ça intéressant. Avez-vous l'impression qu'on voudrait vous écarter de la primaire? Oui, bien sûr. Il y a quelques candidats qui voudraient que la primaire soit un entre-soi. C'est évident. Il y a eu même des tentatives, réussies d'ailleurs, de transformer les règles de la primaire pour essayer de me tenir à l'écart de la primaire. Ce qui est ahurissant quand vous y réfléchissez, c'est-à-dire transformer en cours de route les règles de la primaire au profit de ceux qui mélangent des
situation de direction, de présidence, de tel ou tel organisme chargé d'organiser la primaire et du soutien à tel ou tel candidat, c'est ahurissant. C'est évidemment un problème en soi, c'est un problème aussi parce que ça risque de tenir à l'écart les électeurs. Moi, je ne voudrais pas que ce soit ça qui se passe, qui ferait le jeu de certains candidats, hein, on en est tous conscients, mais il faut qu'il y ait le plus grand nombre de Français qui aillent voter à la primaire. Il y a certains candidats qui ont intérêt à ce que ça reste un entre-soi, parce qu'ils ne veulent pas la concurrence, mais que ça reste aussi limité à un nombre restreint d'électeurs, parce qu'ils pensent probablement que c'est leur intérêt. Mais l'intérêt collectif, l'intérêt de l'alternance, c'est qu'il y ait un maximum de Français qui aillent voter et qu'il y en ait 4 millions. Et pour ça, le changement de règles en cours du jeu n'est pas un bon signal, parce que ça crée de la méfiance. Vous auriez trouvé légitime une participation qui vous aurait été permise par la gauche, par exemple? Moi, je trouve assez... je pense qu'on peut discuter à l'infini de la question de savoir qui a le droit de parrainer. Mais il y a un an, ça a été discuté. Moi, à l'époque, j'étais numéro 2 du parti, j'ai participé à ces discussions. Et on a décidé de dire, voilà, pour se présenter à la primaire, il faut 2500 signatures d'adhérents les Républicains, et ça garantit la proximité avec la famille politique, et 250 grands élus, dont 20 parlementaires, auxquels on ne demande pas d'encartement particulier, et ça garantit la surface politique. On ne leur demande pas d'adhésion partisane particulière, parce qu'on calque ça sur l'élection présidentielle, pour lesquelles il faut 500 de ces parrainages-là, et parce qu'on considère que c'est les 2500, les Républicains, qui garantissent la proximité partisane, les grands élus garantissent la surface politique. On en a débattu, ça a été tranché, ça a été décidé. Et un an après, on fait voter le bureau politique pour changer la règle. Et au moment du vote du bureau politique, moi j'ai été une des seules, comme souvent, à protester et à dire que ça pose un problème de confiance dans la primaire. Le président de la commission d'organisation, Thierry Solère, et soutien de Bruno Le Maire, qui n'est évidemment pas innocent là-dedans, et le président du parti, Nicolas Sarkozy, disent l'un et l'autre, « Oh bah oui, d'ailleurs, on ne s'interdit pas de changer encore les règles. » Ah bon? Et alors on les change jusqu'à quand, les règles? Comment voulez-vous attirer les Français? Comment voulez-vous susciter la confiance dans un processus dont ceux qui sont chargés de l'organiser sont engagés ouvertement, de manière très militante auprès des uns ou auprès des autres, et qui ne s'interdisent pas en cours de route de changer les règles à leur profit? C'est un problème en soi. Après, on peut discuter de la légitimité de la nouvelle règle, mais enfin, quand elle avait été discutée il y a un an, la changer un an après, et dire en plus en même temps, mais d'ailleurs on la changera peut-être encore, bon, alors on s'arrête où? Si vous devenez président de la République, quelle serait votre première mesure? Moi, je pense que j'ai regardé avec attention le rythme de gouvernement, de réforme des pays voisins. Je trouve, et notre histoire à nous en matière de réforme, je trouve que le rythme est très important. Je souhaite consacrer la première année à des réformes économiques et sociales. Ce qui permettra à la fois, on a des urgences, si vous voulez, pour pouvoir retrouver notre créativité, notre dynamisme, et par ailleurs, ce qui permettra de dire, notamment de dire aux acteurs économiques, on remet à plat les règles du jeu, mais à l'issue de la première année, vous savez que vous aurez 4 ans devant vous dans lesquels on ne les changera plus. Et c'est quelque chose qui a été fait dans le premier mandat de David Cameron au Royaume-Uni. Je disais, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé. Je trouve que le rythme, je ne parle pas seulement du fond, je parle du rythme de ce mandat-là est extrêmement intéressant. Des réformes fortes au début, et après une forme de garantie donnée aux acteurs économiques. Maintenant, voilà, on vous laisse jouer. On a fixé le cadre, et on ne va pas faire de la politique avec vous pendant 4 ans, 5 ans, à chercher... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur les 4 ans qui viennent. Je pense notamment qu'il faudra travailler à un moment sur une réforme constitutionnelle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, en fait, d'une forme institutionnelle qui ne correspond plus à la réalité, à la vie d'aujourd'hui. Et je ferai un certain nombre de propositions en la matière. Mais pour moi, la première année, c'est réforme économique et sociale. 2 exemples de réforme économique et sociale. Sur le droit du travail, on a tout à refonder. Et en particulier, le développement du travail indépendant. Aujourd'hui, on a le monde du salariat qui est en train de s'effriter et le travail indépendant qui est très mal pris en compte. Quand vous êtes travailleur indépendant, vous passez votre temps à changer de statut, vous perdez vos droits à chaque fois que vous changez de statut. C'est vraiment
C'est la condition maudite, hein, le travail indépendant, c'est la condition maudite du travail aujourd'hui. Je veux changer ça, parce que je pense que c'est une chance pour le travail. Je pense que l'économie du plateforme va naturellement avec le travail indépendant, mais pour le changer, il faut refonder le dispositif. Aujourd'hui, 85% de notre protection sociale est assise sur le salariat. Donc il faut refonder pour pouvoir laisser place à cette nouvelle économie qui est en train de naître. Deuxième exemple de choses à faire la première année, grande réforme fiscale qui, pour la compétitivité des entreprises, 100 milliards d'euros de charges et d'impôts sur les entreprises en moins, gagés par des réformes structurelles. Ce qui veut dire qu'on assume deux choses. D'abord, on creuse transitoirement le déficit, transitoirement. On vote tout en même temps. Donc les réformes structurelles gagent la baisse d'impôts et de charges, mais les réformes structurelles, c'est des mèches lentes. Elles mettent quelques années à porter véritablement leurs fruits, donc on assume qu'on creuse transitoirement le déficit. Et sous cette forme-là, on peut le faire accepter par nos partenaires européens. Moi, j'ai commencé à en parler, par exemple, avec le président de la Commission, qui l'entend bien, parce qu'en fait, ils ont peur d'un truc, c'est que la France ne fasse pas ses réformes. Si la France les fait dans le cadre d'un plan global, en même temps de relance de la compétitivité, ils l'entendent. Et on assume aussi autre chose, c'est qu'on baisse sur les entreprises, c'est-à-dire dans un premier temps, pas sur les particuliers. Parce que dans l'état dans lequel est notre compétitivité aujourd'hui, baisser sur les particuliers, c'est relancer l'emploi en Allemagne et en Chine. Et pour moi, l'urgence, c'est la création de l'emploi. Jugez-vous totalement négative les 4 années de François Hollande pour l'instant? C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment deux péchés originels dans ce quinquennat dont il ne s'est pas sorti et dont il ne se sort pas. Le premier, c'est le mensonge. C'est-à-dire que... alors, d'une certaine manière, il y avait un tel rejet, en fait, en 2012, que Hollande, il a été élu comme ça. Et c'est pas par adhésion, mais par rejet. Et donc, d'une certaine manière, là, on peut considérer que la faute est partagée, mais enfin bon, le résultat est là. On a un président qui a été élu sur des mensonges, ce qui n'est jamais un bon moyen de lancer les choses, et on a un président qui a été élu sans vision. Moi, je ne sais pas quelle est la vision que François Hollande a de la France, et je m'intéresse à la vie politique. Je suis avec attention tout ce qui s'y passe. Honnêtement, profondément, je ne peux pas dire quelle est la vision que François Hollande, comme homme politique, a de l'avenir de la France, de la société. Je ne sais pas. Donc, c'est ce double péché originel, pas de vision et beaucoup de mensonges et de démagogie pour l'élection, ça fait un quinquennat dans lequel il n'y a pas de route. On ne sait pas où on va. Donc, sur tous les sujets, il y a des mouvements de balancier. Sur la question fiscale, sur le regard porté sur l'entreprise, sur le regard porté sur le droit du travail. Et il n'y a rien de pire, parce que la politique, c'est bien sûr des mesures, mais c'est d'abord une vision, une mobilisation des énergies. Comment voulez-vous mobiliser les énergies si vous ne savez pas où on va ? Pour moi, la première responsabilité d'un président de la République, c'est d'avoir une vision du pays, d'avoir une vision de l'avenir et de la partager. Ce n'est pas de produire un catalogue de 100 mesures. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, mais tout le monde est d'accord sur les mesures à prendre ». Écoutez, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je suis sûre d'une chose, la politique, ça ne commence pas par un catalogue de mesures. Ça commence par une vision du pays. Vous voulez aller où ? Je ne sais pas dire où François Hollande voulait aller en 2012. Et le pire, c'est que je ne suis pas sûre qu'il le sache lui-même. Alors du coup, le quinquennat, c'est rien. Parce que ça va un peu dans un sens, ça va un peu dans l'autre, on défait ce qui a été fait avant, puis on refait. 4 années de perdu. Si l'opposition l'emporte en 2017 et si vous n'êtes pas la présidente de la République, est-ce que vous voyez un avenir à nouveau comme ministre ou comme Premier ministre du président de droite, si j'ose dire, pour aller vite ? Moi, je trouve fascinante la manière dont les uns et les autres aujourd'hui expliquent au détour des conversations qui ne veulent pas être ceci, qui ne veulent pas être cela, comme si, à rebours en fait, pour moi, de ce qu'est la vie politique et d'ailleurs de ce qu'est la vie tout court. Je suis totalement engagée dans ce que je fais. Je veux partager ces idées dont je pense qu'elles peuvent paraître singulières et qu'en fait elles ont vocation à être majoritaires. Et donc je ne passe pas beaucoup d'énergie à faire des plans de carrière. Mais j'ai toujours essayé d'être utile là où je pouvais être utile. Et donc, je ne m'interdis pas un jour d'être utile autrement. Mais
Mais aujourd'hui, mon énergie, elle est vraiment totalement investie dans cette campagne qui est une campagne qui est pas simple. C'est la première fois qu'on a une primaire à droite. On a des dirigeants qui disent primaire ouverte, et qui en même temps, en fait, voudraient bien la refermer. Donc c'est une bataille à la fois pour que la primaire ait lieu dans de bonnes conditions et pour pouvoir y faire entendre une voix dont je prétends qu'elle vient en écho à toutes les transformations que vivent les Français aujourd'hui dans leur vie, dans l'économie, dans la société, dans un monde politique qui a un petit peu fermé ses écoutilles sur tout ce qui se passait dans la société. Vous l'avez dit tout à l'heure, le FN est un ennemi. Puis-je savoir ce que vous faites concrètement de et pour la multitude des citoyens qui le soutiennent? D'abord, moi, je fais bien la différence entre les cadres et les électeurs. Je suis fascinée de voir combien certains ici ou là seraient tentés de faire le tri parmi les électeurs. Un électeur, c'est un Français, et les Français, ils ont droit à un discours, et la gauche là-dessus d'ailleurs a une responsabilité, parce que ils ont des propos qui parfois sont pas très nets. Et ils ont droit à une attention, à des propositions, à une prise en compte, à une considération de la part des politiques en tout état de cause. Après, moi je pense que, mais peut-être que je vais surprendre, mais je pense qu'un des points de clivage entre la droite et l'extrême droite, il n'est pas seulement sur les propositions, le rôle, machin, il est sur le regard qu'on porte sur la société, et notamment sur l'optimisme et le pessimisme. J'ai écrit ça dans mon livre, Nous avons changé le monde, je l'ai explicité, je le crois profondément, c'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre d'analyses de l'extrême droite sont faussées, notamment parce qu'elles sont profondément pessimistes. Une analyse très pessimiste, en plus c'est la tentation derrière de la transformer en manipulation, pour moi ne peut pas en fait décrire, capter ce qui se passe dans la société, et ne peut pas surtout le transformer en quelque chose de positif. Et c'est cette analyse-là, très pessimiste de la société, elle déteint aujourd'hui sur l'ensemble de la classe politique. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des politiques qui tendent un miroir sombre à la société. On a quelques raisons de trouver que la vie est dure. Et c'est vrai que la France s'interroge sur sa place dans la mondialisation. Il y a le chômage, il y a toutes les difficultés. Donc il y a des motifs de pessimisme, de dépression. Mais est-ce que c'est le rôle du politique que de tendre en plus un miroir sombre à la société? Je ne crois pas. Et je pense que c'est un point de clivage à travers l'histoire entre les politiques qui se mettaient dans une logique de construire l'avenir et ceux qui, à un moment ou à un autre, ont contribué à mettre de l'eau au moulin de l'extrême droite. Je pense que c'est quelque chose véritablement qui parcourt l'histoire. Voilà, avoir une vision optimiste, ça ne veut pas dire naïf, ça ne veut pas dire ne pas voir les problèmes, ça veut dire que le politique, il est là d'abord pour trouver des solutions et pour partager de l'énergie. Alors que quand vous êtes dans une vision pessimiste, vous vous dites que c'est foutu, et puisque c'est foutu, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va manipuler les électeurs. Pour moi, c'est un point de clivage majeur à l'intérieur de la vie politique. Et c'est un point de clivage qu'on retrouve dans le tempérament des politiques. Ce n'est pas seulement une question de démarche partisane, on le retrouve dans le tempérament des politiques. Moi, je considère que le politique, il est là pour reconnaître les problèmes, reconnaître les difficultés. Bien sûr, il ne s'agit pas de les nier, mais aussi partager de l'énergie, partager de l'espérance. Essayer, même quand il y a de la désespérance, de la dépression, de tirer la société, l'économie ailleurs, ouvrir des portes vers l'avenir. Et je pense que les politiques d'extrême droite, ou ceux qui d'ailleurs parfois malgré eux alimentent l'extrême droite, sont dans une logique différente. C'est-à-dire qu'ils ont une vision tellement pessimiste des choses qu'ils se disent c'est fichu, ils sont dans l'échec, ils sont dans le déclinisme, ils sont dans le refus d'une certaine manière, et si c'est fichu, qu'est-ce qu'il reste à faire? La manipulation. Que pensez-vous de la médiatisation de la vie politique, et y a-t-il des émissions auxquelles vous refuseriez de participer? La médiatisation, c'est compliqué parce qu'en fait, elle évolue avec les techniques et
Parfois, c'est vrai qu'il y a des évolutions dont on se dit, bon, et en même temps, voilà, le monde change et c'est assez normal que l'écho que les médias font de la vie politique change aussi. Moi, mon critère pour choisir les émissions dans lesquelles je vais, c'est est-ce que je vais pouvoir passer un message proprement politique. Alors, suivant les publics, ça peut être sous la forme d'un entretien hyper sérieux comme on l'a là, ça peut être sous la forme de choses un petit peu plus talk show, un petit peu plus... mais mon critère, c'est est-ce que je vais pouvoir passer un message politique. Si je vais passer un message politique, même si c'est dans une forme un petit peu plus ludique, je considère que je peux y aller. En revanche, si c'est pour transformer le politique en histrion, bah non, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, enfin, je trouve ça c'est finalement... Donc très concrètement, ça veut dire que faire une interview politique dans un journal qui n'est pas à proprement parler politique, pourquoi pas ? Ça m'est arrivé de le faire. Un journal qui a un lectorat du coup complètement différent des auditeurs, des matinales politiques, parce qu'il attire son lectorat sur des sujets qui sont complètement différents et qui, au milieu, met une interview politique. Ça, bien sûr, je trouve ça intéressant. En revanche, je ne vais pas me transformer en actrice ou en commentatrice de mode ou de je ne sais pas quoi. Comment la mère de famille que vous êtes parvient-elle à concilier la vie familiale et la vie publique? C'est difficile? Ça exige des acrobaties ou bien vous avez toujours eu une organisation de vie qui vous l'a permise? Moi, j'appuie un peu sur ce sujet à faire comme si la vie politique était différente de la vie en général. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, de toute façon, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est forcément un peu complexe. Et c'est le cas de tous ceux qui travaillent énormément, qui ont des horaires décalés, qui ont une passion qui les amène à pas toujours être là le soir, le week-end, pas pouvoir prendre de manière extensive des vacances. Bon. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit particulier à la vie politique. Ce qui est particulier à la vie politique, c'est la médiatisation. Et moi, j'essaye à la fois de protéger un peu et puis de banaliser la question de la médiatisation. Je pense par exemple qu'il y a un âge où les enfants, ils ne veulent absolument pas être différents, ils veulent être comme tout le monde. Donc tout ce qui peut être une singularité est quelque chose dont ils n'ont pas envie. Et j'essaye de faire en sorte que les activités de maman apparaissent le moins possible comme une singularité. Pas toujours simple, mais voilà, c'est mon choix. Banalisé en quelque sorte. Ma dernière question, malheureusement, vous êtes intelligent, vous êtes belle, vous avez de la séduction, vous êtes passionné. Est-ce que ça n'est pas douloureux parfois de savoir que des êtres ne vous aiment pas, voire vous détestent, voire vous traînent dans la boue? C'est la vie, ça. Je vais vous dire, bon, on préfère en général être aimé que être pas aimé. Mais la seule chose vraiment douloureuse en la matière, c'est la trahison. C'est-à-dire que, voilà, on préfère quand le plus grand nombre possible de gens nous aiment, chacun d'entre nous. Mais c'est la vie qui est des gens qui ne vous aiment pas. Et c'est vrai que quand vous faites de la politique, il y a des gens qui l'expriment plus qu'ailleurs. La vraie souffrance, c'est ceux dont vous pensez qu'ils étaient proches, auxquels vous avez fait confiance et qui pourraient trahir. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Et ça, c'est très douloureux. Merci beaucoup, Nathalie.